Bonjour, je suis Sophia Chikirou, députée de Paris. Je suis ici dans le 20e arrondissement, dans le jardin Toussaint Louverture, et je suis accompagnée d'une personnalité du quartier des Amandiers que je voudrais vous présenter, parce que c'est un personnage très important ici, qui œuvre énormément pour la communauté qui vit dans ce quartier. C'est Kadi. Bonjour Kadi. Bonjour Sophia. Comment vas-tu ce matin? Ça va. Bien. Ça va. Kadi, est-ce que tu veux bien te présenter parce que tu le feras certainement mieux que moi? D'accord. Je suis Khady Mané, fondatrice et présidente de l'association Les Mamans de la Banane. Une association qui lutte pour tout ce qui est conduite à risque, particulièrement les RICS. Exactement, parce que, alors, Kadi, tu as la particularité en fait, d'avoir créé cette association avec plusieurs mamans, Oui. Comme son nom l'indique, d'enfants qui sont nés et qui ont grandi dans ce quartier de la Banane. Oui. Et vous avez constaté qu'il y avait une mise en danger en réalité de vos enfants. Et quand on s'est rencontrés la première fois, tu m'avais expliqué que la mise en danger des enfants, c'était plusieurs choses. C'était à la fois une mise en danger entre eux. C'est ce qu'on appelle un peu les comportements à risque. Mais il y a aussi la mise en danger qui vient des trafiquants de drogue. Ici, dans le quartier, ça persiste encore. Et puis, une autre mise en danger qu'on a particulièrement subie dans ce quartier, qui était les rapports avec la police. Oui. Donc, finalement, vous avez décidé avec les mamans de constituer un collectif, mais qui fait quoi, en fait, concrètement? Ce collectif va vers les jeunes. Ouais. Pour leur transmettre des valeurs et leur parler de l'errance, surtout des jeunes à l'extérieur, dehors, qui peuvent les conduire à être de futurs trafiquants ou être à l'origine de RICS particulièrement. D'accord. Oui. Alors, dis-moi, parce que c'est important d'expliquer aux gens pourquoi on a des jeunes qui, alors toi tu dis c'est de l'errance, ils errent dans les rues. Pourquoi est-ce que les jeunes se retrouvent en groupe à se rencontrer, que ce soit dans des jardins comme celui-ci, ou en bas d'immeubles, ou sur des trottoirs? Pourquoi ils sont dehors comme ça? Ils sont dehors, souvent c'est dû déjà aux conditions de vie, où les appartements sont petits, et particulièrement à ce manque d'espace. Ils n'ont qu'un seul terrain déjà qui se trouve sur la place Elisa Boré. Tu veux dire le manque d'espace, on va dire de jeu, mais on va dire plutôt d'espace sportif, d'espace où ils pourraient occuper pour des activités différentes. Ça, on ne l'a pas. Ici, dans le quartier, qu'est-ce qui s'est passé avec ces espaces-là? Par exemple, on avait des centres d'action sociale, on avait un terrain de sport. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux raconter un peu? Parce que c'est vrai qu'on a l'impression que ces jeunes traînent parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Mais en réalité, c'est parce qu'ils n'ont pas où aller. Ils n'ont pas où aller. On avait ce centre juste sur la rue des Amandiers. Voilà, exactement, qui est maintenant devenu les plateaux sauvages, où les jeunes faisaient des activités. Et ça dépendait du quotient familial. Voilà, exactement. Donc il y avait beaucoup d'activités et maintenant c'est accessible parce que c'était pas cher, voire gratuit pour les familles qui étaient vraiment en difficulté. Et il y avait énormément d'activités qui étaient proposées aux jeunes. Ça allait du théâtre, de la musique, des jeux, des activités diverses et variées. Et tout ça, ils en ont été privés par une décision qui a consisté à transformer ce lieu en un théâtre. C'est très bien, c'est pour la culture, on est ravis. Mais on prive finalement les jeunes du quartier d'un espace pour des activités, qui est devenu aujourd'hui un théâtre qui fait de merveilleuses choses, indiscutablement. Mais il faut reconnaître que ceux qui fréquentent ce théâtre, ce ne sont pas les gens du quartier. Non, ça n'a rien à voir avec la population d'ici. Voilà. C'est vrai que c'est bien le théâtre, comme tu viens de le dire, mais les jeunes ont besoin de faire du sport, de la danse, de s'exprimer corporellement. Et puis le problème, c'est l'accessibilité par l'argent, parce que ce théâtre, finalement, c'est une concession c'est une concession de la ville de Paris. Ce théâtre doit être rentable. Très clairement, il a besoin d'un équilibre financier, donc il est obligé de pratiquer des prix qui sont en réalité inaccessibles pour les gens du quartier. Exact. Ça, c'est la première chose qui s'est passée dans notre quartier. Oui. L'autre chose, c'est le terrain, le TEP Amandier. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe avec ce TEP? Le TEP
ils l'ont transformé en gymnase. Et le terrain d'éducation physique où les enfants peuvent faire du sport, je vais dire du foot et du basket, n'est pas encore ouvert parce qu'il paraît qu'il y a des problèmes d'arbres. Mais ça fait combien de temps que ça dure? Ah, ça dure depuis des années. Hein. Plus de 3 ans. Ah oui. Plus de 3 ans, donc, que cet espace est inaccessible. Inaccessible, voilà. C'est ça. Résultat des courses, dans le quartier, les jeunes viennent sur des bancs comme celui-ci. C'est ça. Souvent, on entend dire, des gens, on nous dit « Ah, mais c'est les parents qui ont déserté. Les parents ne s'occupent pas de leurs enfants, c'est honteux, les enfants sont dehors, des fois au-delà de 21h. » C'est quoi la réalité des parents? La réalité, c'est souvent, surtout dans le quartier, il y a beaucoup de foyers monoparentaux. Ouais, ça, il faut bien l'expliquer. C'est ça. C'est important que les gens comprennent. Des veuves, des femmes divorcées, des femmes seules, donc qui travaillent et qui terminent souvent tard ou qui partent tôt le matin. Donc, ils ne sont pas là quand les enfants rentrent. Donc, de l'école, c'est très embêtant. Et vraiment, c'est très, très compliqué. Des parents démissionnaires, moi, je n'en connais pas. Ce n'est pas possible qu'on puisse jeter la responsabilité sur les parents parce que ces mamans font du mieux qu'elles peuvent, mais elles ont besoin de survivre. Donc, il faut qu'elles aillent chercher quand même pour pouvoir assurer le minimum pour leurs enfants. Donc, si la maman ne travaille pas ou ne fait pas quelque chose qui va habiller l'enfant, il sera obligé d'être happé par un autre système qui est celui du trafic ou du vol. Donc, c'est très compliqué. Qu'on arrête de nous dire que les parents ont démissionné, ce n'est pas vrai. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'on a donc beaucoup de familles monoparentales. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment interpellée. C'est une des premières choses que vous m'avez dites, vous, les mamans de la banane. Vous m'avez dit, attention, ici, il y a vraiment beaucoup de femmes qui élèvent seules leurs enfants. Parce qu'elles sont veuves, divorcées ou qu'elles se sont retrouvées seules avec leurs enfants pour diverses raisons. Et elles occupent des emplois qui s'appellent, qu'on a appelés, là, surnommés un peu les emplois essentiels. Donc, ce sont les personnes qui vont être dans les hôpitaux. C'est ça. Hein, c'est le personnel qui va faire l'entretien des hôpitaux, l'entretien des bureaux, les caissières. C'est ça. C'est souvent les métiers ou les horaires qu'on vous pratique. C'est ça. Pour ces mamans-là, ces femmes-là. C'est des horaires décalés. Oui, complètement. Et c'est souvent des emplois où elles n'ont même pas 1 000 € par mois en réalité de revenus parce qu'elles ont des contrats précaires, c'est-à-dire des contrats à temps partiel souvent, qui leur sont imposés. Donc si les gens arrivaient à comprendre cette dimension-là de ces femmes, ce n'est pas les seuls cas, il y a d'autres cas encore. Mais c'est un élément de compréhension de ce qui se passe qui est essentiel. C'est-à-dire que c'est tout le système qui pose problème. Est-ce que vous avez obtenu, tu m'avais parlé d'un besoin qui était important pour vous, c'était d'avoir un local, un lieu où vous installer pour pouvoir vous retrouver? Parce que les mamans de la banane, ce n'est pas 10 personnes. Si, c'est combien de personnes? C'est vraiment 50 personnes déjà. 50 personnes. 50 personnes dans Donc vous ne pouvez pas vous retrouver dans un appartement? Ah non, ce n'est pas possible. Alors, pas possible. Donc aujourd'hui, pouvoir avoir un local pour recevoir, quand elles se réunissent toutes ensemble, les 50 mamans, voire plus encore de gens qui pourraient rejoindre encore le collectif, mais aussi pour pouvoir recevoir les jeunes, parce que vous faites un vrai travail de lien avec les jeunes. C'est ça, c'est ça. Le collectif, c'est pas que des mamans qui se retrouvent entre elles. Non, non. On reçoit souvent les jeunes, donc c'est vraiment avoir un local où se retrouver, se poser et discuter avec ces jeunes. Ça s'appelle faire de la médiation. La médiation. En fait, le rôle des mamans de la banane, souvent, c'est qu'elles sont au courant de ce qui se passe et comme elles connaissent les enfants, elles les repèrent. Donc une maman voit l'enfant d'une autre et avertit la maman et elle intervient auprès de l'enfant. Et c'est comme ça que se crée, en fait, par le dialogue, par la discussion, par l'attention qu'on donne à des enfants. C'est-à-dire, on leur dit, attends, c'est important, je te connais, je sais qui tu es, tu es important pour moi. Te voir dans la rue à tel moment, ça me préoccupe. C'est ça. Et c'est de l'affection, finalement, aussi qu'on donne à des enfants. Et donc, vous faites un travail de médiation. Et vous faites aussi un travail de vous monter des projets, en réalité. Tu peux nous en parler un peu? Il y a des rencontres, des activités. Il y a des activités, des goûters qu'on organise
Et puis, au mois de novembre, on avait été conviés à l'Amandier Social Club, au Plateau Sauvage, où il y avait une projection d'un film documentaire sur les RICS. Donc, les jeunes étaient là et il y avait l'intervention d'un couple, les parents d'Ismaël, qui a été tué au mois de janvier 2018 sur la rue de la Roquette. Et puis, beaucoup d'autres associations, comme le collectif des mamans de Couronne et d'ailleurs, il y avait Benkadi, il y avait les foyers Murier, le collectif des foyers du 20e. Ils étaient là et d'autres intervenants comme Non-Rix qui viennent du département 94. Et il y avait l'intervention aussi de quelques griots qui étaient là pour la transmission. Parce que chez nous, en Afrique, c'est important. C'est eux qui faisaient la médiation quand il y avait la guerre et tout. Et quand il y a des conflits, c'est eux qui interviennent. Donc, on avait besoin des voix de ces personnes pour nous transmettre quelque chose et faire comprendre aux jeunes qu'ils étaient là aussi et qu'ils étaient sensibles à cette cause qu'on défendait. Donc, sinon dégoûtés, on avait fait aussi un clinch challenge. Le nettoyage du city de l'autre côté. Vous avez fait ça? C'est ça, on l'a fait en présence de quelques élus qui s'occupaient de la propreté et du maire du 20e. Oui, sinon, on essaie de faire beaucoup plus d'actions, mais malheureusement... Vous manquez de moyens. On manque de moyens. C'est une vraie difficulté, c'est un vrai problème. C'est-à-dire déjà de pouvoir se constituer en association, loi 1901, pouvoir avoir un lieu où se retrouver, obtenir des subventions pour faire tout ce travail de médiation sociale, et puis tout ce que ça demande aussi de démarches administratives, il faut bien le dire, parce que dès lors qu'on entre dans comment on occupe un espace public, il faut faire des démarches, demander des autorisations. Tout ça, ça demande quand même beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et c'est vrai que si vous aviez un endroit où vous retrouvez des subventions de fonctionnement pour pouvoir aussi improviser des actions. Par exemple, quand il y a un risque à un endroit donné, que vous identifiez une tension à un endroit donné, il faut très vite agir. Intervenir. Donc on n'a pas le temps de monter des dossiers, de répondre à des appels à projets pour l'année suivante. C'est dans l'immédiat. D'où l'importance de la subvention de fonctionnement pour les associations. C'est quelque chose que moi je défends énormément à l'Assemblée nationale parce que ça permet aux associations de voir sur la durée, de bien fonctionner sur la durée et non pas d'improviser les choses ou de ne pas pouvoir faire parce que c'est trop compliqué de faire. Ça, c'est important. Maintenant, je voudrais qu'on parle, on parle des RICS. C'est un sujet, tout le monde en entend parler. Il y a un côté un peu dans notre pays, souvent d'ailleurs à travers les médias, où quand on parle des RICS, les gens emploient des termes qui ne sont pas très sympas. On se rappelle des termes de chevènement, les sauvageons. Est-ce que les enfants sont des sauvageons? Pas du tout. C'est quoi qu'est-ce qui amène à finalement cette violence-là? Tu m'avais parlé la dernière fois qu'on en avait discuté, tu m'avais dit tout démarre des réseaux sociaux aujourd'hui. Ça se passe sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce qui se passe? Parce que sur les réseaux sociaux, il suffit souvent d'un rien du tout, d'un clip, par exemple, un clip vidéo. Parce que les jeunes sont intéressés, s'intéressent beaucoup au rap. Donc c'est à travers le rap qu'ils s'expriment. Donc il suffit qu'un jeune de Belleville voit Belleville sur un clip de la banane de notre quartier et ça peut aller loin. C'est du genre ah mais toi tu es de Belleville, pourquoi tu parles de la banane? De la banane, alors que tu n'y habites pas. C'est ça. Donc c'est des futilités à la base. Des futilités, des choses vraiment... Mais quand on est adolescent et qu'on pense que c'est une question de... Voilà, en fait, c'est de l'amour-propre mal placé, c'est de l'orgueil, c'est ces choses-là, mais qui peuvent arriver chez tous les adolescents. Puis en plus, là, on est sur des adolescents souvent qui ont une fragilité, il faut bien dire. Il y a la fragilité sociale, économique, parfois même à l'école. Mais moi, quand je me suis intéressée beaucoup à ce sujet, j'ai regardé notamment un documentaire que je vous recommande absolument. C'est une série documentaire qui est faite par Street Press, qui est un média qui s'intéresse à ces sujets-là et qui parle très souvent de ce qui se passe dans les quartiers populaires. Et dans cette série documentaire, j'ai vu des cas, des situations d'enfants qui se sont tués, notamment des filles, parce que maintenant les filles sont aussi concernées par les RICS. Donc d'une fille de 18 ans tuée d'un coup de couteau
je ne saurais même pas dire pourquoi, parce que même sa famille dit bon, c'était une dispute, une rivalité, une jalousie entre filles sur Internet qui finit par un coup de couteau dans le cœur. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que concrètement, la réponse aujourd'hui des autorités, de Darmanin et de la police, c'est de dire il faut mettre des caméras de surveillance partout et il faut réprimer. Donc, alors, vas-y. Tu es d'accord avec ça? Non, je ne suis pas d'accord. Une caméra, sauf que une caméra, ça sert à quoi dans la rue? Il faut qu'ils interviennent et essayer de bloquer ces messages où moi, la dernière fois, j'ai vu un jeune avec un couteau qui faisait je ne sais pas combien de centimètres et c'était sur un des réseaux sociaux. Donc, je n'ai pas compris. Il faut bloquer ces images, mettre des gens derrière pour ne pas que les jeunes soient exposés à de telles images, parce que ça les incite. L'autre a un gros couteau, moi je vais sortir avec un autre beaucoup plus gros. Souvent c'est ça, ils se défient. Ils se défient. L'histoire ne se passe pas à l'extérieur. Là, ça devient après autre chose. C'est contrôler des jeunes pour des rien du tout alors qu'ils sont là que posés. Discuter ensemble. Non, il faut vraiment qu'ils trouvent des solutions. Toi, ce que tu défends, et c'est aussi ce que moi je porte, que je vais défendre au niveau de la région Île-de-France, c'est l'idée qu'on intervienne sur les réseaux sociaux. Donc on est, par exemple, on a des éducateurs spécialisés. Les éducateurs, ce sont des gens dont le métier consiste à intervenir auprès des jeunes, pour les accompagner dans leurs différentes activités, etc. Mais on est dans la vie réelle. Déjà, les postes d'éducateurs spécialisés ont vraiment diminué, et c'est un vrai problème parce qu'on en a très très peu. Par exemple, sur le quartier, je crois qu'il y a trois postes, je ne sais pas, je ne veux pas dire de bêtises, mais on est vraiment sur très peu d'intervenants là-dessus qui en plus ont des conditions salariales dont c'est pas le sujet, mais vraiment ce sont des gens qui font un travail extraordinaire, très mal payé, donc c'est assez décourageant. D'autant plus que c'est pas un travail qu'on fait 8 heures par jour, c'est pas vrai. Le travail d'éducateur, c'est un véritable investissement humain. Et nous, ce qu'on défend, toi et moi, c'est l'idée d'avoir des éducateurs spécialisés qui interviennent sur les réseaux sociaux. Donc, c'est-à-dire que ce sont des gens qui vont faire ce travail de médiation, de vigilance sur les réseaux sociaux par leur proximité et leur capacité à comprendre et à parler aux jeunes sur les réseaux sociaux. C'est ça. Parce qu'on nous dit « Ah, mais sur les réseaux sociaux, ils sont anonymes ». Mais en réalité, tout le monde se connaît, tout le monde sait qui se cache derrière tel pseudo. C'est ça. Dans un quartier, on sait. Donc la police peut peut-être pas identifier qui se cache derrière tel pseudo, mais dans le quartier, on le sait. Les jeunes savent qui est tel ou tel pseudo. Donc s'il y avait des éducateurs spécialisés sur les réseaux sociaux, ils seraient en mesure d'intervenir suffisamment à temps, d'alerter suffisamment à temps avant le passage à l'acte, en fait. C'est ça. Parce que une fois que le passage à l'acte survient... C'est que il y a un mort ou un blessé. Bah oui, parce que malheureusement. Ça va être, alors, les RIC, c'est plusieurs formes. Il y a le règlement de compte personnel, c'est-à-dire quelqu'un qui a décidé d'aller planter, c'est l'expression qui est employée, quelqu'un d'autre. Oui. Et puis, il y a les affrontements entre quartiers. Et là aussi, tu me disais, pour éviter les affrontements entre quartiers, il faut casser les frontières et l'idée qu'il y a une appartenance à un quartier. C'est ça. On n'est pas non. C'est pas des clans, des quartiers. Non, c'est pas des clans. Et tu me disais les rencontres interquartiers, par exemple. Si, parce qu'on avait souhaité l'année dernière avec un coordinateur de jeunesse, M. Arafael, qui n'est plus à la 20e chaise, d'organiser des rencontres interquartiers. Et il y a Adel Amara de Non-Rix qui l'a déjà testé chez eux et ça a vraiment marché. Tout à fait. Mais chez nous, comment faire? Cette personne n'est plus là. Donc ce qu'on aimerait avec Pas à Pas et les mamans de la brigade des mamans, organiser des séjours entre les jeunes de Belleville et les jeunes de notre quartier. C'est-à-dire essayer d'enseigner par exemple aux jeunes vous allez inviter ceux de l'autre quartier et vous allez leur montrer le meilleur de vous-même. C'est ça. Pour des activités, ça peut être des parties de pétanque, matchs de foot, des choses, des activités comme ça. Ou le défi, parce que tu parlais de la musique, du rap, etc. Vous aimez le rap, allez, faites une battle. C'est ça. Et on s'exprime à travers la battle. Et la rivalité devient symbolique. C'est ça. Parce que en réalité, c'est pas en soi
qu'il y ait des rivalités. Ce qui compte, c'est qu'elles soient positives. Surtout. Donc, comment on apprend à positiver la rivalité? Et vous dites très justement, si les gens se connaissent, ils ne se détestent pas. Ça, c'est sûr. S'ils se connaissent, va naître le respect, va naître le commun, ils vont reconnaître le commun entre eux, etc. Et donc, c'est toutes ces choses-là que vous faites ici. Ça. Alors, il y a aussi un sujet Kadi qui est important de traiter, c'est celui des relations avec la police. Bon, c'est vrai que la police, on parle beaucoup de la doctrine de maintien de l'ordre de la police, on parle beaucoup de la façon de travailler de la police aujourd'hui dans le pays, et des difficultés qu'il y a entre les jeunes et la police. On dit les jeunes pour parler en général des adolescents et des jeunes qui vivent dans les quartiers populaires. On a eu dans le 20e arrondissement assez récemment un drame qui aurait pu vraiment virer à la tragédie quand une voiture de police a volontairement accidenté un scooter sur lequel se trouvaient des enfants qui ont été gravement blessés, hospitalisés, etc. C'était dans le 20e arrondissement du côté de Bagnolet. Toi, tu m'avais parlé aussi, et tu m'avais interpellé là-dessus, de ces problèmes de relation avec la police, notamment lors du confinement. Et tu me disais, il y a un harcèlement policier. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé, déjà, ce qu'est cette réalité-là, l'impact que ça a sur les familles, avec les amendes forfaitaires notamment, et puis ensuite ce qu'on essaye de faire depuis pour contribuer à changer un peu les choses? Oui, parce que pendant le confinement, c'est vrai, les enfants se réunissaient souvent dans des parkings ou sortaient prendre de l'air. Et il arrivait qu'un enfant ait eu une amende à 20h10, 20h12, 13, 14, 15, ainsi de suite. Donc, comment c'est possible? Donc, il y a eu ça, plus des dettes vraiment colossales. Colossales, on parle pour des familles de 4 000, 5 000 euros parfois. Même plus. Encore plus. 12 000, il y en a qui ont eu 30 et quelques mille euros. D'amende forfaitaire. D'amende forfaitaire. C'est de l'abus. Comment on peut croiser une personne 1 minute après et les 10 minutes suivantes, à chaque 2 minutes, une amende? Il y a quelque chose qui ne va pas, ce n'est pas possible. Et donc, les enfants sortaient, dont le confinement a été particulièrement dur pour toutes les personnes qui vivaient dans des petits logements. Et quand on a des adolescents dans un logement, même quand il est grand, c'est pas toujours facile. Alors imaginez quand il est petit. C'est ça. Et les enfants étaient sanctionnés plus que sanctionnés. C'est ça. Et vous avez dénoncé ça aussi. Vous avez commencé à nouer des relations avec la police. Le collectif a des relations avec la police aujourd'hui. Grâce à toi. Avant, il n'y en avait pas? Ah non, avant, il n'y avait pas. D'accord. Au contraire, c'était, vraiment, quelque chose a été dénoué. Donc, ils ont compris qu'il y avait l'existence de ces collectifs qui étaient là pour sensibiliser au contraire, mais pas se battre contre eux, ni contre la loi. Donc, grâce à ton intervention, les abus ont été vraiment réduits dans le quartier. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a organisé une rencontre entre plusieurs, donc le collectif des mamans de la banane, des éducateurs, des intervenants sociaux, un autre collectif, celui des amandiers. Et donc on a plus des collectifs d'habitants du pressoir notamment, qui se plaignaient des nuisances sonores. On a organisé cette rencontre en présence du commissaire de police du 20e arrondissement et de son équipe. Et pendant 2 heures, 2 heures et demie, on a discuté. On a discuté de ce qui se passait, des griefs qu'il pouvait y avoir entre les habitants qui disent nous on n'en peut plus du bruit. Parfois il y a même eu un collectif, celui à Henri Matisse, d'habitants qui s'est plaint carrément de se sentir menacés. Mais on a pu en discuter, mais il faut dire ce qu'il y a, il n'y avait que des adultes dans cette rencontre. Mais l'idée c'était d'abord de mettre tous ces adultes-là qui sont protagonistes dans le quartier pour commencer à faire établir un diagnostic et affirmer une volonté de coordonner le travail. C'est ça. Et depuis, est-ce que les choses ont un peu bougé? Si, les choses ont beaucoup bougé, surtout sur la place Henri Matisse. Donc les voisins ont compris, les jeunes aussi, on leur parle. Moi, je croise des voisins qui me disent depuis qu'ils connaissent qu'il y a eu l'existence de ce collectif des mamans, les nuisances se sont beaucoup réduites. D'accord. Oui.
Et nous, on a décidé d'organiser un repas solidaire pour convier les voisins de la place Henri Matisse ainsi que des jeunes et les gens du foyer. Parce qu'il y avait aussi de la nuisance du côté du foyer sur la rue Elisa Boré. Donc, essayer de faire la médiation et faire de telle sorte que ces jeunes savent qu'ils sont là, qu'il y a des nuisances. Parce qu'ils ne se rendent pas souvent compte. Donc, que les voisins sont excédés et tout ça est dû à quoi? Si les jeunes avaient leur espace, est-ce que ça allait se passer? Et je leur dis, vous vous dites, on n'a pas de jeunes enfants qui traînent, nous ne sommes pas concernés. Mais tout le monde est concerné par l'affaire. Que les gens se rendent compte que le quartier, c'est un navire où tout le monde est dedans. Si le navire chavire, tout le monde va en pâtir. Bien sûr. Oui, parce que souvent, c'est « j'ai pas d'enfant, je ne suis pas concerné par votre lutte ». Notre lutte n'est pas là que pour les rixes, c'est pour éviter tout ce qu'il y a autour et qui peuvent conduire à ces rixes. C'est vrai ça, parce qu'on en discutait aussi, on se disait, mais il y a plein de gens qui ne vivent pas dans des quartiers comme ça ou qui vivent en retrait. Et c'est très vrai à Paris, en fait, c'est de se dire... je vis dans mon appartement, j'ai mon milieu, mes lieux de fréquentation et ce qui se passe dans mon quartier ne me concerne pas. Là, ce qu'on essaye de faire, c'est un peu de créer du lien. C'est ça. Les gens se connaissent, se sont vus une fois, ils vont se dire bonjour plutôt que de se regarder de travers. Vraiment. Et plutôt que d'avoir peur, parce que quand des gens commencent à vous dire bah, j'ai peur, là l'idée c'était de dire on désamorce tout ça. Et avec la police, comment ça se passe depuis? Avec la police, depuis il y a eu moins de contrôle, je vais dire, parce que souvent ils étaient en moto, ils étaient 4 motos à se suivre et rentrer être autour du cité où les jeunes jouaient. Donc là, je ne les vois pas. Je ne sais pas si là, comme les beaux jours arrivent, ils vont ressortir, mais il y avait ça. Et on se posait la question, mais qu'est-ce qui se passe? Ça pouvait provoquer des tensions. Parce que même nous, en tant qu'adultes, on se sentait... Oui. C'est pas une présence rassurante, contrairement... C'est-à-dire, on nous dit, c'est bien que la police tourne. Ça, tout dépend de comment elle tourne. C'est ça. Il y a la police rassurante, et puis là, quand on arrive casqué sur une moto, c'est pas forcément rassurant. Non, c'est plutôt... C'est le manque de police de proximité, celle qu'on regrette, hein, parce que finalement, la disparition de la police de proximité qui a été supprimée par Nicolas Sarkozy, ça a quand même beaucoup nui aux relations de voisinage, à l'amélioration de ces relations. Kadi, on va terminer cet entretien, mais avant de boucler, j'ai encore une ou deux questions à te poser. D'accord. Si comment vous leur parlez aux jeunes? Si tu as 3 conseils à donner à des jeunes que vous connaissez ici pour ne pas être pris dans ces bagarres, dans ces rixes, pour éviter de se retrouver dans des situations à risque. C'est quoi les 3 conseils que tu pourrais donner? Parce que moi, les conseils que je donne à ces jeunes, c'est de leur dire déjà, vos parents ont quitté leur pays parce que la plupart, c'est des enfants issus de l'immigration. Donc, ces parents quittent le pays pour venir chercher le meilleur pour leurs enfants. Ce n'est pas pour enterrer leurs enfants. Ou que des grands-parents fassent le chemin inverse pour venir se recueillir sur la tombe d'un petit-fils. C'est vraiment malheureux. Bien sûr. Que ces enfants pensent souvent à leurs parents parce que déjà, quitter chez soi et venir ici, c'est un grand effort. Un combat très dur. Donc que ces jeunes aient pitié de leurs parents et que les parents aussi dialoguent mieux avec leurs enfants. Parce que souvent, les parents n'ont pas le temps de discuter. Bien sûr. Les mamans surtout rentrent très fatiguées, donc il n'y a pas de discussion, ce qui fait que l'enfant n'a pas le bagage qu'il faut pour avancer dans la vie. Parce que souvent, je leur dis, c'est une course de fond où nos enfants partent avec un boulet au pied. C'est ça. Alors que les autres vont partir librement, nous, ils partent avec cet obstacle, c'est-à-dire le manque de dialogue.
Bien sûr. Oui, le manque de présence. Dans le dialogue, tu dis aussi, il faut que quand un adulte a une difficulté, c'est dur parfois pour des parents de communiquer avec leurs enfants. Si. Surtout quand ils sont adolescents, le dialogue peut être rompu entre un parent et un adolescent. Et là, il faut vraiment le travail de médiation, c'est-à-dire avec le collectif, c'est faire appel à quelqu'un d'extérieur de la cellule familiale, mais qui a plutôt un regard bienveillant pour intervenir. Là, c'est très important. Donc là, on a vu, c'est les deux conseils que tu donnes. Donc, dialogue entre les parents et les enfants, essayer de le nourrir autant que possible. Et aux enfants, de penser à leur famille, de penser à leur vie, à l'impact que ça a, parce que celui qui meurt, c'est terrible et abominable, les conséquences pour les parents. Ah oui. Tu m'avais raconté le cas de Awa. Ouais. Oui, c'est ça. Qui était vraiment quelle tragédie. Ah, c'est une tragédie et c'est une famille qui ne va plus se relever. Hein. Elle est là, elle vit, mais on sent qu'il y a quelque chose qui est là, qui lui manque. Quand un enfant meurt naturellement, c'est dur, mais quand un enfant a été tué, on ne se remet jamais. Oui, on ne se remet jamais. Et le troisième conseil, c'est de dire à ces jeunes qu'ils ont un plus. Un plus que nous, on n'a pas eu. C'est quoi? C'est cette diversité. Ah ouais? Oui. C'est vraiment un plus? Si, c'est un plus. C'est un plus. Dis-nous pourquoi, parce qu'il y a plein de racistes qui pensent le contraire. Parce qu'on est là multiculturel. Il y a des Noirs, des Blancs, des Arabes. Et chacun a chez soi quelque chose de meilleur, quelque chose de bien. Donc je demande aux jeunes de voir ce qu'il y a de mieux chez l'autre et de l'utiliser. Parce que c'est dommage. Grandir qu'entre noirs, moi je l'ai vécu et c'est ici que j'ai appris, que je suis devenue celle que je suis aujourd'hui. Ah, magnifique. Si, c'est la France qui a fait de moi cette personne qui est là. Les deux, le Sénégal et la France. Et la France, parce que la femme que tu étais au Sénégal, j'étais une jeune fille. Une jeune fille. Quand je suis arrivée, j'étais déjà, jeune. tu t'es bien forgée là-bas. Si, j'étais forgée, mais là, encore plus. Ouais, c'est ça. Encore plus. Dans la diversité, dans l'échange. Et tu as pris, tu t'es dit, je prends... des rencontres que je fais dans cette diversité, je prends tout ce qui m'intéresse, tout ce qui m'enrichit. C'est ça. Et tu donnes beaucoup aussi. Parce que tu es vraiment une femme qui donne énormément. C'est vrai. Merci beaucoup, mais tu donnes énormément. Les gens m'ont appris à donner. Ils m'ont transmis cet amour de donner. C'est vrai. Oui, parce que des gens m'ont fait confiance et m'ont fait comprendre que j'étais un pion dans ce jeu. Oui. Oui, c'est ça. Donc, qu'ils utilisent cette diversité pour s'enrichir et prendre ce qu'il y a de mieux chez l'autre et l'exploiter. Finalement, ceux qui voyagent, c'est souvent le cas des gens qui ont connu d'autres pays, d'autres situations. Ils reviennent toujours avec, ils disent ce que tu dis, c'est-à-dire il faut s'ouvrir, parce que c'est par l'ouverture d'abord qu'on s'enrichit. Et on voit bien que dans le phénomène des RICS, c'est souvent un phénomène d'enfermement. Si, c'est l'enfermement. Et donc l'enfermement pousse à l'affrontement. Malheureusement. Donc on va faire les rencontres interquartiers, on va essayer de convaincre les autorités publiques de mettre des moyens financiers, ça vaut la peine. Et c'est une des meilleures façons de lutter pour la tranquillité, contre les incivilités, contre les nuisances en tout genre. C'est de donner de la force à toutes les associations qui œuvrent. Il y a votre association, il y a toutes les associations culturelles, sociales, sportives, qui pâtissent vraiment de ce qu'on appelle l'austérité budgétaire et du changement de normes où on refuse de subventionner sur la durée ces associations. On exige d'elles une rentabilité qui n'est pas possible. Tout n'est pas rentable. Et parfois, la rentabilité, elle n'est pas financière, elle n'est pas économique. La rentabilité, elle est sociale. C'est tout ce qui est le travail, les liens sociaux qui sont essentiels pour bien vivre ensemble. C'est ça. Merci Kadi pour tout ce que tu nous donnes, de ton temps, de ton énergie, de ta tendresse et de ta sagesse. Merci beaucoup, Sophia. Merci. Toi. Je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est, comme disait Amadou Hampâté-Bâ, un écrivain malien qui me touche sincèrement, c'est que la beauté d'un tableau, c'est par la diversité de couleurs qu'on reconnaît la beauté d'un tableau.
Et cette diversité, nous l'avons. Donc, que ces jeunes utilisent cette diversité. Qu'ils aillent chez l'autre et prendre ce qu'il y a de meilleur et nous, vice-versa. Parfait. Oui, merci pour tout. Merci Sophia, merci pour ton soutien. Avec plaisir. Oui.